La disparition de personnes, leur retour inexplicable après quelques jadis, quelques jours ou quelques heures, sans laisser de traces, de blessures ou de souvenirs, laisse penser qu'il s'agit de quelque chose de plus grave qu'une simple perte d'orientation. Adam Mason disparu sur un sentier dans les Great Smoky Mountains, Jason Wells disparu en 1 seconde à Yosemite, et John Bale qui s'est volatilisé sur les falaises de Zion. Leurs cas ont en commun un silence étrange, des ruptures dans le temps et le sentiment d'être passé de l'autre côté de la réalité. Et si ces coins sauvages cachaient non pas de simples anomalies naturelles, mais des portails temporels ou des failles spatiales qui emmènent les gens là où le temps et l'espace n'existent plus? Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 histoires folles de disparition dans les parcs nationaux américains qui vont vous faire perdre la tête. Le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee, est connu pour ses forêts denses, ses sentiers escarpés et son climat capricieux. C'est ici, sur un sentier près du mont Lecomte, qu'en septembre 1991, une disparition a eu lieu qui, des décennies plus tard, laisse encore perplexes ceux qui étudient les cas inexpliqués dans la nature sauvage. L'histoire d'Adam Mason, un touriste de 32 ans, est l'une de celles qui ne cadrent pas avec la logique habituelle des opérations de sauvetage. Adam Mason et sa femme Linda sont arrivés à Gatlinburg, une ville située à l'entrée sud du parc, le 10 septembre. C'était leur 3e voyage dans cette région et, cette fois-ci, ils avaient décidé de suivre l'itinéraire populaire de l'Alum Cave Trail, un sentier d'environ 8 km menant au sommet du mont Lecomte. Adam, ingénieur civil à Chicago, était en bonne condition physique, avait l'esprit clair et était prudent. Selon sa femme, il n'était pas enclin à agir de manière impulsive. Le temps était chaud et clair ce jour-là, avec un léger brouillard le matin. La famille y est partie tôt le matin du 11 septembre pour éviter la chaleur de la journée. Ils avaient avec eux des sacs à dos contenant le strict nécessaire, de l'eau, des sandwichs, des imperméables, une carte de l'itinéraire, une boussole et une trousse de premiers secours. Adam avait également des jumelles de poche. Il aimait observer les formations rocheuses et rechercher des structures géologiques intéressantes. Sur le sentier entre Alum Cave Bluffs et l'intersection avec The Eye of the Needle, à environ 3,5 miles du début de l'itinéraire, ils ont fait une courte pause. Linda s'assit sur un rocher pour manger un morceau, tandis qu'Adam, remarquant un affleurement rocheux à proximité, dit qu'il voulait aller voir de plus près. Il ne s'éloigna que de quelques minutes, selon elle, pas plus de 50 à 70 mètres. 5 minutes passèrent, puis 10. Linda commença à appeler son mari, mais il ne répondit pas. Elle a d'abord pensé qu'il avait peut-être suivi le sentier et qu'il s'était perdu de vue. Alors elle alla continuer à monter vers le prochain point de vue. Ne le trouvant pas, elle est revenue à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Mais Adam n'était pas là. Les jumelles étaient posées au pied d'un rocher, soigneusement posées sur le sac à dos. Cela l'a inquiété. Il les emportait toujours avec lui. Linda s'est précipitée vers le parking à l'entrée du sentier et a signalé la disparition de son mari au bureau des gardes forestiers. Les recherches commencèrent le soir même. Les rangers locaux, des membres d'équipes de recherche et de sauvetage bénévoles et des chiens pisteurs se joignirent à l'opération. La zone où Adam avait disparu était relativement restreinte. Une forêt dense, des corniches rocheuses et des pentes abruptes. L'attention s'est principalement portée sur le versant sud du Lecomte et tous les sentiers latéraux. Des cornes de brume, des sifflets et des haut-parleurs ont été utilisés. Les chiens ont suivi une faible trace qui s'est rapidement perdue sur le terrain rocailleux et instable.
Les conditions météorologiques se détérioraient. Le 3e jour, la pluie s'est mise à tomber et le brouillard s'est installé, rendant le travail difficile. Pendant 6 jours, toute la zone présumée de la disparition a été passée au peigne fin. Mais aucun objet, aucune trace de pas ou de vêtements n'a été trouvée. Il n'y avait ni signal, ni mot, ni trace corporelle. Linda était en état de choc, mais elle y insistait sur le fait que son mari ne pouvait pas simplement partir. Il était trop rationnel pour faire une chose pareille. La police a même envisagé la possibilité d'une disparition volontaire, mais n'a trouvé aucune preuve. Ses comptes bancaires n'avaient pas été touchés, il n'avait pas ses papiers sur lui, et rien n'indiquait qu'il avait l'intention de disparaître. Cependant, le 7e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 17 septembre, à 9h du matin, un homme vêtu d'une veste sombre et d'un pantalon de randonnée est descendu à l'endroit même où Mason avait disparu. C'était Adam. Il était indemne, ne semblait pas blessé, épuisé ou déshydraté. Les témoins ne l'ont décrit comme pâle et très désorienté. Mason lui-même semblait être dans un état de profonde prostration. Lorsqu'il a été conduit au poste des gardes forestiers, il n'a pas pu expliquer clairement où il avait passé tous ces jours. Ses vêtements étaient en sec, sans trace de dommages. Son sac à dos contenait des emballages alimentaires et une réserve d'eau, comme s'il venait de partir. Lors de son interrogatoire, il a affirmé s'être éloigné de sa femme littéralement quelques 2 minutes, être descendu un peu plus bas vers le rocher, avoir examiné les pierres, puis avoir décidé de revenir. Mais, selon lui, lorsqu'il est là remonté, la clairière où se trouvait Linda était déjà vide. Il lui a semblé qu'elle était partie plus loin et il a décidé de continuer dans sa direction. Après cela, selon ses souvenirs, il a suivi le sentier, mais celui-ci a commencé à disparaître. Les virages ne semblaient seuls plus être les mêmes, les arbres semblaient avoir changé de place et le chemin lui-même ne menait nulle part. Il a commencé à se sentir désorienté et a décidé de s'arrêter pour rassembler ses esprits. À ce moment-là, selon ses dires, un brouillard est apparu sur le sentier, puis la nuit est tombée. Ensuite, selon Adam, tout s'est comme fondu. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Il n'avait pas faim et n'entendait aucun bruit provenant de la forêt. Il se souvenait seulement avoir entendu plusieurs fois des pas derrière lui, mais lorsqu'il s'était retourné, il n'avait vu personne. Lorsqu'on lui a demandé où il était, il a simplement répété « J'étais ici tout ce temps, mais pas ici ». L'examen médical a révélé que Mason n'avait subi aucun dommage physique. Il ne présentait aucun signe d'hypothermie, de malnutrition ou de déshydratation. Ses analyses l'homme était normal. Le psychiatre a décrit son état comme une confusion mentale aiguë avec des signes d'amnésie temporaire et de désorientation. Cependant, après 2 jours de repos, Mason a complètement repris ses esprits et a catégoriquement refusé de parler des détails de ce qui s'était passé. Il n'a dit qu'une seule fois à sa femme « J'ai l'impression d'avoir été là tout ce temps, mais ailleurs. » Après le retour d'Adam Mason de la forêt le 17 septembre, la situation a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. D'un point de vue médical et du bon sens, un homme ne peut pas passer 6 jours dans les montagnes sans nourriture ni eau et ressortir non seulement indemne, mais aussi en parfaite condition physique. Le Service fédéral des parcs a transmis l'affaire à l'unité chargée d'analyser les incidents dans les zones sauvages afin d'exclure toute infraction. Les employés du camp, les gardes forestiers, les bénévoles des équipes de recherche ont été interrogés. Les registres météorologiques ont été vérifiés. Les cartes des itinéraires ont été étudiées et même des phénomènes géologiques rares, tels que des dolines ou des cheminées de lave dans lesquelles un homme aurait pu se retrouver, ont été examinés. Mais rien de tout cela ne correspondait aux circonstances de la disparition. Dès le 3e jour après le retour d'Adam,
les premiers articles ont été publiés dans la presse, de brèves notes dans les journaux locaux sur le retour miraculeux du touriste. Cependant, l'histoire n'a pas été largement médiatisée, car Mason lui-même a refusé de parler aux journalistes et a fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de partager les détails. Sa femme a confirmé qu'il quittait dans le Tennessee et n'avait pas l'intention de poursuivre la discussion sur ce sujet. Néanmoins, un agent des services des parcs nommé Richard Hopkins, qui a participé à la coordination des recherches, a déclaré plus tard « Ce cas a été l'un des plus étranges de ma carrière. Nous avons passé au peigne fin toute la région, y compris les zones où il est physiquement impossible de passer inaperçu. Il n'y avait aucune trace, pas d'empreinte de pas, pas de tissu déchiré, pas de mousse piétinée. En général, une personne laisse derrière elle une série de petits indices. Ici, il n'y avait rien. Quelques mois plus tard, en janvier 1992, l'affaire a été classée et les dossiers archivés. La conclusion du service des parcs indiquait « La disparition et le retour du citoyen Mason restent inexpliqués. Aucun signe d'acte illégal, d'accident, de tentative de mise en scène de la disparition ou de modification de l'itinéraire n'a été constaté. » Cependant, dans les notes personnelles d'un des enquêteurs, non destinées à être publiées officiellement, on pouvait lire « Si cet homme a vraiment passé 6 jours dans cette région, sans laisser de traces et sans souffrir des conditions climatiques, cela remet en question les paramètres physiques de l'organisme tels que nous les connaissons. » Plus tard, des enquêteurs privés, intéressés par les cas de désorientation spatio-temporelle, se sont joints à l'affaire. L'un d'eux était Michael Bird, un ancien enquêteur du Kentucky à la retraite qui s'était lancé dans l'investigation des disparitions anormales dans les parcs nationaux. Pendant 2 ans, Bird a recueilli des preuves concernant le cas d'Adam Mason et a remarqué plusieurs détails intéressants. Aucune trace de vie, ni feu de camp, ni abri de fortune, ni déchets qu'un homme aurait pu laisser en 6 jours s'il avait vraiment vécu dans la forêt. L'état anormal du sac à dos, il était resté à sa place, près des rochers, avec son contenu intact. Cela signifiait soit qu'Adam n'avait utilisé aucun de ses effets personnels pendant tout ce temps, soit qu'il ne s'était pas rendu là où il aurait dû les utiliser. Incohérence temporelle. Adam affirmait être parti quelques minutes et ne pas s'être rendu compte que 6 jours s'étaient écoulés. Il n'avait pas faim, ne savait pas la date exacte et ne comprenait pas pourquoi les sauveteurs étaient venus le chercher. Bird tenta de contacter Mason, mais celui-ci refusa poliment. Il a toutefois réussi à joindre l'un des collègues d'Adam à Chicago qui avait remarqué des changements dans le comportement de son ami après sa disparition. Selon lui, Adam était devenu renfermé, irritable et s'intéressait aux livres sur la physique quantique et au concept de dimensions parallèles. Il ne s'était jamais intéressé à ces sujets auparavant. Un autre détail était également inquiétant. En novembre 1991, 2 mois après l'incident, Mason a démissionné de son travail et vendu son appartement dans l'Illinois. Avec sa femme, ils ont déménagé dans une petite ville de l'Oregon, ont coupé les ponts avec la plupart de leurs connaissances et, selon leurs amis restés sur place, ont commencé une nouvelle vie. Ce cas a particulièrement intéressé les partisans de l'hypothèse des zones de transition, des endroits où, pour des raisons inconnues, les repères spatiaux et les flux temporels sont perturbés. Certains les appellent anomalies géomagnétiques, d'autres zones muettes, par analogie avec la zone du silence, au Mexique. Il n'y a pas de zones officielles de ce type dans la région de Lecomte, mais plusieurs touristes ont effectivement signalé, dans les années 1980 et 1990, une perte soudaine de repères, des sensations étranges, des crises de panique et même un bourdonnement dans les oreilles, alors qu'il n'y avait aucun bruit extérieur. L'un de ces touristes, un habitant de Knoxville,
a raconté comment, en 1987, il s'était perdu dans la même zone où Mason avait disparu. Il affirmait que sa boussole avait commencé à tourner sans raison et qu'il avait perdu ses repères pendant plusieurs heures. Sa compagne avait ressenti un engourdissement soudain des membres. Ils ont alors décidé de descendre immédiatement du sentier, sans attendre l'aube. L'histoire d'Adam Mason fait désormais partie des archives informelles des disparitions étranges dans les montagnes américaines. Elle n'a aucune explication logique et remet en question les idées reçues sur la façon dont un être humain peut se déplacer, s'orienter et survivre dans la nature. Adam était en excellente forme physique, il n'avait aucune blessure et ne semblait pas avoir passé 6 jours sans abri ni nourriture. La seule chose qui restait, c'était le sentiment qu'il avait vraiment été ailleurs, ni au sommet de la montagne, ni à son pied, mais quelque part où aucun sentier ne mène. L'été 1988 a été particulièrement chaud en Californie et le parc national de Yosemite a accueilli un nombre record de touristes. Parmi eux, la famille Wells, originaire de Berkeley, Rachel, Douglas et leur fils Jason, âgé de 5 ans. À la mi-juillet, ils sont arrivés au parc pour passer 3 jours dans la nature. La famille s'est installée dans l'un des campings équipés, non loin du sentier Happy Isles Trail, très apprécié des familles avec enfants pour son parcours plat et ses vues de pittoresques. Selon Rachel Wells, le jour de la disparition de Jason, la journée était ensoleillée et calme. Le matin du 17 juillet, ils sont partis en randonnée le long du sentier menant à la cascade vernale. Jason, comme d'habitude, était plein d'énergie, brandissant un bâton qu'il avait trouvé et sautant sur les rochers le long du sentier. À un moment donné, vers 9h30, il s'est arrêté au pied d'un gros rocher. Rachel a déclaré avoir lâché sa main pendant 1 seconde pour ajuster son sac à dos. Et lorsqu'elle a relevé la tête, son fils avait disparu. Au début, ses parents ont pensé qu'il avait simplement couru devant eux. Le sentier ne présentait pas de virage brusque et il était généralement facile de repérer les enfants à une courte distance. Mais après quelques secondes, comme Jason ne répondait pas, Douglas s'est précipité en avant et Rachel a couru en arrière. En 5 minutes, ils ont parcouru environ 200 mètres dans les 2 sens, en vain. Jason était introuvable. Il y avait d'autres touristes sur le sentier, mais personne n'avait vu le garçon sortir du chemin. Au bout de 15 minutes, Rachel a appelé les secours par radio. 1 heure plus tard, les premiers de Rangers arrivèrent en date sur place. Ils commencèrent immédiatement à fouiller les environs. La forêt, la pente, les berges de la rivière Merced. Des bénévoles, des chiens pisteurs et même un hélicoptère se joignirent à eux. Mais la journée touchait à sa fin et malgré le travail coordonné, les recherches restèrent vaines. Aucune empreinte de pas, aucun morceau de vêtement, aucun autre indice. C'était comme si le garçon s'était volatilisé. Une hypothèse a été émise selon laquelle l'enfant aurait pu trébucher et tomber dans la rivière. Mais la rive était peu profonde à cet endroit et une chute aurait laissé des traces. Les experts ont noté que l'eau de la rivière était claire ce jour-là et que si le corps avait été emporté par le courant, il aurait probablement été retrouvé en quelques heures. Mais aucun signe de la présence de Jason près de l'eau n'a été trouvé. La température nocturne est descendue à 9 degrés. Malgré l'été, il faisait assez frais dans la forêt. Les parents n'ont pas dormi, montant la garde près du feu, dans l'espoir que le garçon revienne au campement de lui-même. Le lendemain, la zone de recherche a été élargie. La zone couverte s'étendait sur plus de 3 km². Elle a été fouillée non seulement depuis le sol, mais aussi depuis les airs. Des caméras thermiques ont été utilisées, mais elles n'ont montré aucun signe de mouvement.
Le fait que les chiens aient perdu la trace dans l'une des zones où l'enfant aurait pu passer était particulièrement inquiétant. Cela arrivait rarement et indiquait généralement soit la présence d'un obstacle, soit que la personne avait quitté la zone accessible à pied. Le 3e jour, les rangers ont inspecté les grottes et les crevasses dans les formations rocheuses. Mais aucune d'entre elles ne menait plus loin. Aucune ne présentait de signes de présence humaine. Le rapport indiquait « Toutes les cavités connues ont été inspectées. Aucune trace n'a été trouvée. » La famille était au bord du désespoir. Selon l'officier Matthews, qui dirigeait les recherches, la mère de Jason avait tenté à plusieurs reprises de s'enfoncer dans la forêt, ignorant les interdictions, et avait été ramenée par les sauveteurs. Au 5e jour de la disparition, de nouveaux volontaires, dont plusieurs anciens militaires, ont rejoint les opérations. Ils ont ratissé la forêt de manière systématique, à l'aide de drapeaux et de balises GPS. Chaque parcelle de terrain a été inspectée. Aucune trace. Et soudain, 32 heures après le début de la disparition, le 18 juillet vers 18 h, Jason a été retrouvé. Il a été découvert par un groupe de bénévoles qui cherchaient Dong le long d'un ancien sentier abandonné à 5 km du camp, où le garçon, selon toute logique, ne pouvait pas arriver. Il était assis sur une souche, les genoux serrés contre lui. Et, selon les personnes qui l'ont trouvé, il semblait étonnamment calme. Il était habillé de la même manière qu'au moment de sa disparition. Ses vêtements étaient légèrement sales, mais intacts. Son corps ne présentait aucun signe de blessure, d'égratignure ou de piqûre d'insectes. Il était légèrement déshydraté, mais dans l'ensemble, il était en bonne santé. Plus tard, les médecins ont constaté que sa température corporelle était normale, sa tension et son pouls stable. Lorsqu'on lui a demandé où il était, Jason a répondu que son oncle lui avait dit de rester assis tranquille. Les sauveteurs ont pensé qu'il s'agissait peut-être de l'homme qui avait emmené l'enfant, mais le garçon n'a fait état d'aucune violence. Au contraire, il parlait calmement. Il m'a dit que je ne devais pas partir avant qu'il ait fini de compter. Telle était sa réponse. L'enfant a également décrit l'endroit où, selon lui, il se trouvait. C'était une grotte où la lumière était jaune comme du miel. Il a mentionné un silence qui résonne et le fait qu'il ne voulait pas se lever avant qu'on lui dise. Toutes ces paroles ont été consignées par les secouristes et jointes au rapport. Les sauveteurs ont immédiatement ratissé la zone où Jason a été retrouvé. Il n'y avait pas de grotte. À proximité se trouvait un petit bois et des rochers, mais il n'y avait même pas de creux où un enfant aurait pu se cacher. De plus, cette zone avait déjà été fouillée 2 fois au cours des dernières 24 heures, avec l'aide de chiens et d'hommes. Il n'y avait aucune trace ni aucun signe de présence humaine à cet endroit. Jason semblait être apparu là comme par magie. Le rapport des services de secours était laconique. L'enfant a été retrouvé dans une zone qui avait déjà été fouillée, sans trace de violence physique, dans un état satisfaisant. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons fournir aucune information supplémentaire. L'histoire de Jason Wells a suscité de nombreuses discussions sur les forums et les communautés consacrées aux disparitions anormales. La question principale qui revient sans cesse est la suivante. Comment un enfant de 5 ans a-t-il pu disparaître en l'espace d'1 minute, se retrouver à 5 km de son point de départ et ne pas avoir la moindre égratignure? Après le retour de Jason, la famille a complètement cessé toute communication avec la presse. Les médecins ont confirmé que le garçon n'avait subi aucune blessure et s'était nourri de baies, selon ses dires. Mais il n'y avait pas de baies comestibles dans un rayon de 5 km. Ses chaussures étaient propres, les semelles presque neuves, comme s'il n'avait pas marché. Les enquêteurs ont mené des recherches supplémentaires pour retrouver la grotte jaune, mais rien n'a été trouvé. De plus,
Aucun des employés de service, des caméras de vidéosurveillance ou des touristes occasionnels n'a vu l'oncle dont parlait Jason. Il n'a pas décrit son visage. Il était comme une ombre, mais il avait une voix gentille. La thèse de l'enlèvement a été écartée. Aucune trace de présence étrangère n'a été trouvée. L'automne 2003 a été exceptionnellement sec dans le sud de l'État de l'Utah. Le parc national de Zion, l'une des réserves naturelles les plus pittoresques et les plus visitées des États-Unis, restait très animé, même en novembre. Le sentier Angel's Landing, un itinéraire dangereux et impressionnant tracé sur une crête rocheuse, étroite à plus de 1500 mètres au-dessus de la vallée, était particulièrement populaire à cette époque. John Bale, un touriste de 35 ans originaire de Denver dans le Colorado, faisait partie de ceux qui ont décidé de s'attaquer à ce sentier en novembre 2003. Selon sa famille, John n'était pas novice en matière de randonnée. Au cours des 10 dernières années, il avait fait plusieurs randonnées dans les Appalaches, les Rocheuses et la Sierra Nevada. Il savait comment bien préparer son sac à dos, comment se comporter en cas de mauvais temps, et n'était pas enclin à agir de manière impulsive. Selon ses amis, John était un homme méthodique et pragmatique, pas du genre à prendre des risques pour une photo. C'est pourquoi les circonstances de sa disparition ont intrigué les enquêteurs dès le début. John est arrivé à Zion le 23 novembre. Il s'est enregistré au parking South Campground, a obtenu une carte routière et a informé le garde forestier de service qu'il prévoyait de passer par Angel's Landing et de revenir avant la tombée de la nuit. Il était parti seul, ce qui était en principe autorisé. Le sentier, bien que techniquement difficile, était très bien balisé, comportait de nombreuses chaînes pour s'appuyer et restait accessible aux randonneurs expérimentés pendant les heures de clarté. Selon les registres, Bale a commencé l'ascension vers 10 heures du matin. Plusieurs personnes l'ont vu en chemin, dont un couple de Seattle qui a déclaré plus tard que John semblait calme et concentré, qu'il les avait salués aimablement, mais n'avait pas engagé la conversation. Vers 13h40, le premier signal étrange a été reçu depuis le même sentier. Un groupe de touristes qui descendait du sommet a entendu des cris provenant d'un des éperons latéraux. C'était une voix masculine, distincte, mais il était difficile de déterminer d'où elle provenait. Le son semblait se répercuter sur les rochers et semblait venir de plusieurs directions à la fois. Il appelait à l'aide, a raconté plus tard l'un des témoins, mais nous ne pouvions pas comprendre d'où exactement. Nous nous sommes arrêtés et avons répondu, mais la voix ne s'est pas fait entendre à nouveau. Quelques minutes plus tard, le groupe a poursuivi sa descente. À 17h30, John Bale n'était toujours pas revenu au camp. Conformément au protocole, l'alerte a été donnée le soir même, lorsque les Rangers ont remarqué que son véhicule était toujours garé au départ du sentier et qu'il n'avait pas donné signe de vie. Compte tenu de la courte durée du jour, de la baisse de la température à 0 degré Celsius et du danger général du sentier, une opération de recherche d'urgence a été lancée. Dès le premier jour, des sauveteurs locaux, des rangers, des bénévoles et des cynophiles ont été mobilisés. Une reconnaissance par hélicoptère a été mise en place. Les principaux itinéraires, les crêtes, les embranchements et les zones où une personne aurait pu glisser ont été passés au peigne fin. Mais le problème était qu'aucune trace, ni chaussures, ni lambeaux de vêtements, ni signe de chute, n'avait été trouvée. Tout au long du sentier Angel's Landing, des panneaux avertissaient du danger mortel en cas de sortie du sentier. Mais rien n'indiquait que John avait quitté le sentier. Les sauveteurs étaient également perplexes devant un autre élément. Dans la zone où, selon les témoignages, des cris avaient été entendus, ils n'ont trouvé aucun sentier permettant d'y accéder. Même depuis l'hélicoptère,
l'endroit semblait désert. Les corniches rocheuses, sous cette partie, étaient ruinées trop abruptes pour qu'un homme puisse descendre ou tomber, et encore moins survivre. Les recherches se sont néanmoins poursuivies pendant 4 jours. Le 5e jour touchait à sa fin lorsque tout a basculé. Vers 18h10, à la tombée de la nuit, dans la partie inférieure du parcours, à environ 500 mètres de l'entrée initiale, le garde forestier Mike Spencer entendit un bruit. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'un homme apparut entre les arbres. C'était John Bale. Son visage était couvert de poussière, ses cheveux ébouriffés, ses vêtements partiellement déchirés, mais il était vivant et, à première vue, il n'avait presque pas été blessé. Bale se tenait debout, hésitant, ses mouvements étaient rendus lents et il restait silencieux. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il a dit « Je suis revenu, hein ?» comme s'il ne comprenait pas lui-même combien de temps s'était écoulé. Il fut transporté à l'hôpital de Springdale. Les médecins constatèrent de nombreuses jeunes contusions et éraflures superficielles, mais aucune fracture, gelure ou signe de déshydratation. Il semblait fatigué, mais pas épuisé. Le rapport médical indiquait que son état général ne correspondait pas à 4 jours passés dans les montagnes à des températures négatives. Mais le plus étrange était le récit de John lui-même. Je me souviens m'être arrêté pour regarder la falaise. J'ai cru entendre un bruit, pas une voix, juste un son, comme si quelque chose roulait sur les pierres. Je me suis approché du rebord, je me suis penché, et puis plus rien. C'est comme si, je ne sais pas, j'avais disparu. Je ne suis pas tombé. Je ne me souviens pas avoir marché. Juste le silence. Et puis, je me retrouve en bas. Et c'est tout. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé entre le moment de sa disparition et son retour, il n'a rien pu se rappeler. L'horloge de sa montre indiquait la même heure qu'au moment de sa disparition. Tout était dans son sac à dos. Il ne pouvait pas expliquer comment il s'était retrouvé en bas, ni pourquoi personne ne l'avait vu pendant 4 jours. Après le retour de John Bale, une enquête approfondie a été ouverte. Les agents du service des parcs qui avaient participé aux recherches ont tout d'abord revu toute la chronologie des événements. Il avait disparu sur un sentier où se trouvaient des dizaines d'autres touristes. Des témoins ont entendu sa voix, mais personne ne l'a vu tomber, s'éloigner ou réapparaître pendant 4 jours. Il n'a été filmé par aucune des caméras installées en contrebas, et rien de suspect n'a été remarqué depuis les airs. Les experts qui ont examiné les chaussures et les vêtements de John ont remarqué une particularité étrange. Les semelles de ses chaussures étaient toutes presque propres. Elles ne présentaient ni couche d'argile, ni traces de poussière caractéristiques du sentier, contrairement à celles des autres touristes après plusieurs heures de marche. On aurait dit qu'il n'avait pas marché du tout, comme s'il avait été déplacé. Les bénévoles qui ont participé à la recherche ont catégoriquement affirmé que l'endroit où il était censé être sorti de la forêt avait été inspecté au moins 3 fois. Il n'y avait aucune trace de lui. Soit il était resté dans les environs pendant tout ce temps sans être remarqué, soit il était apparu soudainement à cet endroit après la fin des recherches. À son retour, John Bale a évité toute communication avec les journalistes. Il n'a accordé qu'une seule brève interview à une chaîne de télévision locale dans laquelle il a avoué qu'il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. C'est comme si j'étais tombé dans quelque chose, pas dans le temps, ni dans l'espace. J'ai simplement disparu. Il y avait un silence absolu. Je n'avais pas faim, je n'avais pas froid. Je ne bougeais pas, mais je ne dormais pas non plus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas un rêve, c'était le silence. Il n'était ni assourdissant, ni effrayant. Il était simplement là. Les psychiatres qui ont examiné Bale n'ont trouvé chez lui aucun signe d'amnésie, de délire ou de traumatisme crânien. Il est sain d'esprit, logique, peu enclin à la fantaisie. Il a accepté de se soumettre volontairement au détecteur de mensonges
et l'a passé avec succès. Tout ce qu'il a raconté correspondait à ce qu'il avait réellement vécu. Une perte de mémoire, une absence totale de notion du temps et un retour inattendu. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si ces histoires mystérieuses ont titillé votre imagination, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. S'agissait-il de portails, d'anomalies ou d'autres choses? À bientôt, by the way.